Pour le 13e essai de Filiconi, j'aimerais aujourd'hui vous parler de cette œuvre. Vous voyez un fragment en ce moment, qui est une œuvre qui a été réalisée par un artiste italien qui s'appelle Niccolò dell'Arca, qui est né probablement vers 1435, probablement vers Bari, d'où l'autre nom qu'il a, c'est Niccolò da Bari, et qui est mort, ça de manière absolument sûre, en 1494 à Bologne. Il a été actif pendant pratiquement toute sa vie à Bologne et c'est un artiste qui a beaucoup travaillé pour des raisons historiques dans la ville de Bologne parce qu'il y a une production de briques et des grands fours. Il a beaucoup travaillé toute sa vie sur de la terre cuite. Là, ce que vous avez devant vous est une œuvre en terre cuite qui est une œuvre qui est conservée dans une église du centre historique de Bologne qui s'appelle l'église Santa Maria della Vita. Et c'est un ensemble, donc je vais vous montrer l'image au complet. Voilà, ça c'est l'ensemble du processus qui a pour titre général Il campianto sul Cristo morto, donc la déploration sur le Christ mort, qui est donc une série de 7 sculptures qui sont toutes en terre cuite. Originellement, c'était de la terre cuite polychrome et qui sont toutes grandeur nature. Elles ont toutes une échelle 1 et elles représentent donc 7 personnages dont le premier au sol est la représentation du Christ. On a 2 problèmes sur cette œuvre, enfin 3 problèmes sur cette œuvre même. Le premier problème, c'est que on ne connaît pas le commanditaire. Bon, c'est pas dramatique, mais c'est compliqué de le situer dans son processus. Le deuxième problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir de datation précise pour cette œuvre. On imagine qu'elle est probablement datée à partir de 1463, mais ça peut être 1463 et les années qui viennent derrière. On ne sait pas exactement. Et le troisième problème qu'on a, c'est qu'on sait que l'œuvre a été de plusieurs fois modifiée, et donc l'ordre que vous voyez aujourd'hui est un ordre qui a été donné au XIXe siècle et qui est probablement pas l'ordre que Niccolò dell'Arca avait fondé au XVe siècle. Donc voilà, il faut aussi s'imaginer que cet ordre est un ordre du 19e, qui est un ordre donc, qui a été fondé sur une gradation des passions des personnages et qui a posé au centre le personnage masculin que vous voyez, dont j'en parlerai tout à l'heure, mais il est possible que ça n'ait pas été de cet ordre-là à l'époque. Donc, dans l'ordre, les 7 personnages que vous voyez devant vous, qui sont-ils? Donc évidemment, au centre allongé, pas trop d'ambiguïté, c'est le Christ. Tout à gauche, agenouillé, c'est Nicodème. Qui est donc en habit Renaissance, et Nicodème est celui qui a présidé à l'aide technique de l'enterrement et qui a payé tous les frais qui vont avec. Je rappelle qu'en grec, Nicodème, ça veut dire la victoire du peuple. Tout de suite à côté de Nicodème, c'est Marie-Salomé, qui est en pleurs, et Marie-Salomé est une des disciples du Christ. Alors, elle est importante parce qu'on en comprendra après la suite. À côté de Marie-Salomé, c'est évidemment Marie de Nazareth, donc la mère du Christ, qui est dans un état d'affliction assez fort devant la dépouille de son fils. À côté de Marie de Nazareth, vous avez Saint Jean, donc Saint Jean l'évangéliste évidemment, celui qui aura écrit derrière l'Apocalypse. Saint Jean qui est donc dit au bord des larmes, on en reparlera tout à l'heure. Saint Jean qui est donc apôtre, et dont la mère de Saint Jean, c'est évidemment Marie-Salomé, donc celle qui est immédiatement ici. Donc c'est aussi une histoire de famille entre les deux. Donc la mère, le fils, et la mère ici, et le fils ici aussi. Donc on a 2 histoires de filiation. À côté de Saint Jean, vous avez Marie-Madeleine, donc qui est ici, dans une forme de terreur, avec les mains qui repoussent l'image du Christ mort. Et vous avez toute la dernière figure, qui est la plus importante, qui est Marie de Cléophas, qui était une des disciples du Christ et qui était l'épouse, évidemment, d'un monsieur qui s'appelait Cléophas. Bon. Alors, pour la petite anecdote, sachez que les Maries que vous voyez ici, c'est celles qui consisteront dans l'histoire médiévale et dans la géographie médiévale, c'est celles qui arriveront en Camargue. Et il faudra attendre 1448, pardon, pour qu'apparaissent, donc quasiment en même temps que l'œuvre est faite, pour qu'apparaisse par le roi René ce qu'on appelle l'invention des reliques et le fait qu'elles ont été attestées comme étant arrivées aux Saintes Maries de la Mer, etc., etc. Mais bon, voilà, c'est le même personnage. Aucune relation évidemment avec Niccolò dell'Arca, mais ça veut dire que c'est toute cette période où l'Occident chrétien est fasciné par ces personnages qui entourent le Christ et qui entourent cette expérience de la douleur. Ce qui veut dire que dans cette période du XVe siècle,
c'est un motif qui est reproduit assez souvent et qu'on voit assez souvent. Alors, la question centrale pour nous qui nous intéresse, c'est que là où il y a une exemplarité dans l'œuvre de Niccolò dell'Arca, c'est la puissance d'expressivité de cette œuvre. Donc, il y a une puissance d'expressivité qui a été construite de manière croissante. Donc, je vous le rappelle, probablement depuis le 19e siècle. On n'a peut-être pas bougé, ça a été probablement autrement autour de ça. Mais qu'il y a l'ensemble de ces expériences de l'affliction qui vont construire une image. Là, vous voyez Marie-Madeleine, et derrière, vous voyez au bord des larmes le Saint-Jean. Ici, Marie-Madeleine et Marie de Cléophas. Le traitement absolument incroyable de la terre cuite, le traitement du mouvement. On parlait tout à l'heure de la question du baroque. C'est évidemment pas dans la période baroque, puisqu'on est au début de la Renaissance italienne, mais d'un point de vue de la théorie d'Eugenio d'Ors, on est dans un objet baroque. On est fondamentalement dans un objet baroque en tant que fonction, si on reprend les théories d'Eugenio d'Ors. Le mouvement des tissus, dans la terre cuite, encore un détail, et Marie de Cléophas, Marie-Madeleine, et puis Saint-Jean ici au bord des larmes. Je reste sur cette image pour le moment qui est absolument importante pour arriver à comprendre l'ensemble du dispositif. Donc, deux choses à comprendre importantes, c'est que pour cette période du début de la Renaissance, on est sur l'expérience d'un objet qui est un objet qui produit une image extrêmement paradoxale. Elle est paradoxale pourquoi? Parce que c'est l'image de la douleur, ok, qui est une image de la douleur qui a quasiment la capacité de ce que bien plus tard et des siècles plus tard, la photographie sera capable de faire, c'est-à-dire de produire un instantané de cette expérience de la douleur. Une sorte de brutalité infinie dans les visages et dans l'expérience de la douleur qui relève de cet instantané. Mais avec un paradoxe particulier, c'est que derrière cet instantané, l'œuvre n'est pas faite autrement que d'un point de vue sculptural. C'est-à-dire qu'elle est en terre cuite et elle est dans la fixation de cette terre cuite. C'est-à-dire que ce qui est bouleversant dans cette œuvre quand on la regarde, c'est qu'on est dans cette relation paradoxale de quelque chose qui, dans l'image, est un instantané et pourtant, d'un point de vue esthétique, dans la fixation du dispositif sculptural. Et alors, ça tient évidemment probablement au travail sur la terre cuite, ça tient probablement à l'expressivité de Niccolò dell'Arca, mais on obtient un objet qui est complètement bouleversant pour cette tension, qui est à la fois fondamentalement moderne. C'est pour ça que les modernes se sont tellement trouvés d'intérêt, et particulièrement au 19e, parce que il y a quelque chose de photographie, quelque chose d'instantané dans la captation de la douleur. Mais évidemment, ce n'est pas une image photographique, c'est de la terre cuite. Et je crois que le contraste saisissant entre les deux produit cette chose assez bouleversante dans la manière avec laquelle cette image peut se conduire. L'autre chose qu'il faut comprendre, qui est extrêmement important, c'est que cette œuvre a quasiment pas eu de continuité. C'est-à-dire que Niccolò dell'Arca est un artiste qu'on connaît peu, qui a été quasiment oublié de la grande histoire artistique. Et on sait aussi que cette œuvre n'a pas eu une influence considérable sur ses contemporains. Elle a relativement disparu. En revanche, elle a eu une influence considérable à un autre moment de l'histoire, c'est-à-dire dans la seconde moitié du 19e siècle et au début du 20e. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que ce personnage que l'on voit ici, qui est donc Marie de Cléophas, dans les détails qu'on voit encore ici, ce personnage, Marie de Cléophas, a fasciné un des grands historiens de l'art, de la modernité, qui est Aby Warburg. Aby Warburg a été fasciné par ce personnage, fasciné par l'expressivité qui était contenue dans cette sculpture. Alors, il en a été fasciné pour deux choses. La première, c'est qu'il a été fasciné parce que ça lui permettait de définir ce que lui-même avait théorisé comme expérience du pathos formel, c'est-à-dire une formule du pathos, c'est-à-dire que l'expérience de l'art est un dispositif esthétique qui passe par l'intensivité de l'expérience sensible. Okay, et que là, évidemment, Warburg voit dans Niccolò dell'Arca une sorte de chef-d'œuvre ou de point extrêmement important dans l'expressivité, dans l'hyper-expressivité de cette douleur. La deuxième chose, c'est qu'on sait aussi que Warburg est un grand génie en tant qu'historien de l'art dans la compréhension des fonctions. C'est-à-dire, c'est toute la théorie de la ressemblance formelle, c'est que l'histoire de l'art chez Warburg est une histoire qui n'est pas en tant qu'histoire, mais en tant qu'historialité de l'expérience du sensible. Et ce que Warburg va faire, c'est, on le sait, alors on doit évidemment ce travail à Georges J. Duberman qui l'avait montré dans sa thèse La survivance des images,
Et Warburg avait collectionné des images, et dans la théorisation du pathos formel et dans la théorisation de la survivance, Warburg avait mis côte à côte ces deux images. Donc ça, c'est dans la thèse de Didier Huberman, où vous avez la représentation de ces deux images. À droite, vous avez évidemment la Marie-Madeleine, Marie de Cléophas, pardonnez-moi, qui est donc une photographie de la période du début du XXe siècle. Donc l'état de restauration n'est pas le même qu'aujourd'hui. Et à gauche, Aby Warburg avait adjoint dans sa collection une sculpture qui venait d'être découverte, qui est une sculpture là de la 2e siècle avant JC, qui est une sculpture de la période dite hellénistique, donc de l'expressionnisme hellénistique grec. Donc pendant la période où la Grèce est sous la domination des Latins, et vous avez la représentation d'une Hérénie. L'Hérénie est une déesse vengeresse qui vient déchiqueter les êtres humains et les hommes particulièrement quand ils ont commis des erreurs. Et ce que montre Warburg, c'est la fascination en fait de l'expérimentation, de l'expérience du sensible et de la forme du sensible dans les images. Et c'est à partir de ça qu'il va théoriser le pathos formel, et c'est à partir de ça qu'il va théoriser la survivance. Et ce qui l'intéresse, c'est évidemment le travail sur les drapés, et que ce travail sur les drapés est en fait un des syndromes de l'expérience plastique du monde, c'est-à-dire celui de la colère et celui du mouvement. Et qu'à partir de ça, voilà, il théorisera cette expérience du pathos formel, cette formule de pathos qui est inscrite dans ces deux images. Je vous remets juste 2 secondes ces images pour recomprendre effectivement la puissance particulière de ce travail. Terre cuite polychromée de la seconde moitié du XVe siècle. Voilà pour ce 13e Filiconi autour du Campianto de Niccolò dell'Arca.